Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans Dites-moi tout, docteur, votre émission de santé. Aujourd'hui, le thème va porter sur femmes en grossesse et fibrome utérin. Il faut juste noter que toute femme désire mettre au monde un ou des héritiers. Cependant, certaines grossesses ne se passent pas comme prévu. Elles sont entachées de complications, comme nous le dit le thème d'aujourd'hui. C'est quoi donc un fibrome utérin? Comment sauver une mère et son enfant? Que faut-il faire pour éviter une grossesse, une fausse couche? C'est ce que nous dira tout à l'heure notre gynécologue, docteur Ibrahima Tangali Diallo, résident en gynécologie obstétrique, service maternité, hôpital national. Ignace Dine est donc notre invité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous pouvez donc nous appeler au 620 58 90 73, comme voudrait la tradition, les questions-réponses. Et nous revenons à vous juste après. Retour en plateau, merci donc de votre fidélité, cher public de cette émission. Je rappelle, nous sommes avec Dr Ibrahima Tangali Diallo, résident en gynécologie obstétrique, service maternité, hôpital national de Donka, qui est notre invité. Le thème, comme je le disais tout à l'heure, c'est femmes en grossesse et fibrome utérin. Il faut le dire, les fibromes utérins ont une conséquence sur la fertilité, peuvent empêcher la formation du fœtus, peuvent même entraîner une fausse couche ou même des fausses couches à répétition. Donc, docteur, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que c'est le fibrome utérin? Bonsoir, madame. Bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui est d'importance capitale. Car l'association d'une tumeur bénigne qui se développe au dépend de l'utérus qu'on appelle myome et la grossesse, c'est un thème d'actualité, c'est un thème qui est très important, en ce sens que cette tumeur est se trouve au niveau de l'utérus. Le même organe porte un enfant. Forcément, il y aura une interaction entre les deux. Ce thème a un intérêt épidémiologique par sa fréquence. Car 20 à 30% des femmes de plus de 35 ans porteraient un myome selon la littérature. Et plus de 50% des femmes à l'âge de 50 ans portent un myome. Quand nous reverrons localement dans notre service, à la maternité de l'hôpital national Ignace Dine, une étude réalisée par notre cher maître, le professeur Baldi Ibrahima Sori, a rapporté une fréquence de 42,4% d'intervention due au myome par rapport aux interventions gynécologiques. Et le myome prévia, qui est un type de myome que nous allons voir au cours du débat, constitue la première cause de césarienne pour obstacle prévia. Donc, pour revenir à votre question, nous allons d'abord montrer c'est quoi l'utérus, l'organe qui porte l'enfant au cours de la grossesse. Peut voir, est-ce qu'on peut zoomer sur cette image? On aurait dû mettre ça à l'antenne, mais c'est pas grave. Voilà, expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est l'utérus. Oui, montrez-nous la feuille. L'utérus, c'est un organe. C'est lui qui porte l'enfant au cours de la grossesse. Et il se trouve que la maladie qu'on appelle myome siège dans ce même organe. Cet organe a un col, ce qu'on appelle le col de l'utérus. Il y a ce qu'on appelle l'isthme en dehors de la grossesse. Pendant la grossesse, c'est l'isthme-là qui se déforme pour ce qu'on appelle le segment inférieur. C'est ce qui augmente au cours de la grossesse. C'est ce qui fait que tout à l'heure on va le ventre de la femme grossir pendant la grossesse. Là, nous avons le corps utérin, nous avons les deux trompes et l'ovaire. Toujours au niveau des rappels, pour permettre au public de comprendre c'est quoi le fibrome et pourquoi il y a des problèmes quand il y a fibrome et grossesse, nous avons toujours une coupe de l'utérus. Ça, c'est des fibromes qui se trouvent au niveau de l'utérus. Et l'enfant doit se trouver ici, dans la cavité. Vous avez vu la proximité entre ces tumeurs et là où l'enfant doit être. Cette image, nous avons un utérus qui porte plusieurs myomes. C'est-à-dire qu'un utérus peut porter plusieurs noms, ce qu'on appelle utérus polymyomatique. Peut-être vous allez entendre dans notre jargon utérus polymyomatique. C'est ça.
Nous avons des myomes au niveau du col, au niveau de l'endomètre, au niveau du fond utérin, même au niveau des cornes utérines, les myomes peuvent siéger. D'accord. L'autre chose, nous avons ce qu'on appelle l'utérus gravide. L'utérus gravide, c'est un utérus qui porte un enfant. Voilà, c'est un utérus qui porte un enfant. Maintenant, notre problème du jour, c'est quand il y a association de ces deux. De ces deux-là, quand ça s'associe. Qu'est-ce que ça peut donner? En parlant de la cause des myomes, on ne connaît rien de précis de l'étiologie des myomes utérins. Il n'y a que des facteurs qui favorisent. Donc le fibrome est l'expression myométrale d'une hyperostrogénie locale. Hyperostrogénie, c'est une quantité excessive de l'ostrogène. L'ostrogène, c'est une hormone sexuelle sécrétée par l'ovaire. Donc il y a ces femmes qui ont une hyperostrogénie, ces femmes-là sont prédisposées à développer ce myome. Maintenant, en faveur de cette hypothèse, on retiendra certains faits. On ne va jamais entendre parler de myome, c'est la fille avant la puberté. C'est qu'il n'y a pas de sécrétion d'ostrogène. Donc, ce qui fait que les petites filles, vous n'aurez jamais, vous n'allez pas entendre parler des fibromyome. Les myomes se stabilisent ou bien peuvent régresser après la ménopause. C'est les vieilles personnes. Si le myome n'a pas créé de problèmes jusqu'à la ménopause, il ne va plus créer de problèmes. Donc, c'est les femmes qui ont subi des interventions là où l'ovaire est enlevé, ce qu'on appelle dans notre jargon la castration. Ces femmes-là n'auront pas de fibrome. Ou ces femmes qui sont sous traitement pendant de GnRH, c'est un produit qui bloque ici l'action des oestrogènes. Ces femmes aussi ne feront pas de fibromyome. Donc les myomes s'accroissent rapidement pendant la grossesse, parce que c'est ces hormones-là qui permettent à l'enfant de croître dans l'utérus. C'est les mêmes hormones aussi qui influencent le myome. Le myome aussi va se développer au même moment que le bébé. Donc, ce qui crée problème. Et puis, ils peuvent régresser dans le postpartum. Le postpartum, c'est après l'accouchement. C'est ce qu'on appelle la période du postpartum. Les myomes augmentent de volume après un traitement ostroprogestatif. Il y a ces femmes qui, pour certaines pathologies, on les soumet à un traitement hormonal, mais ça trouve que c'est favorable pour le développement des myomes. Donc, ça favorise un développement des myomes chez cette patiente. Les myomes augmentent sous traitement oestrogénique après la ménopause. Certaines femmes, après la ménopause, qui a aussi des signes qui fatiguent certaines femmes, on les soumet aux oestrogènes. Ou bien qui désirent avoir une activité sexuelle après la ménopause, on les soumet aux oestrogènes. Mais ça réveille des fibromes qui étaient là, qui ne créaient aucun problème, qui dormaient. Donc, ça crée des problèmes. Et il y a d'autres facteurs aussi qui sont incriminés. Par exemple, la race noire est plus exposée à faire les myomes que les autres races. Nous allons voir ça pour les Africains. On n'a plus de myomes chez nous les Africains que chez les autres. Les femmes âgées de plus de 30 ans et plus sont exposées à faire les myomes. Et des femmes qui n'ont pas fait d'enfants aussi sont exposées à faire les myomes. Est-ce que l'on peut connaître la raison pour laquelle la femme noire développe plus de fibromes utérins que la race blanche, par exemple? Ça, c'est un constat. On n'a pas trouvé d'explication. Pas d'études scientifiques dessus. Qui ont prouvé. Vous avez dit, au même moment, le fibrome se développe, le fœtus aussi se développe. Donc, il y a un risque pour un des cas, surtout au niveau du fœtus. Comment est-ce qu'on gère une telle situation, docteur Diallo? Oui. Il y a ce qu'on appelle une influence réciproque entre le fibromyome et le fœtus. Au cours de la grossesse, je rappelle que la grossesse, on divise la grossesse en trois périodes, en 3 trimestres. Pendant le premier trimestre, on peut avoir des gros myomes qui sont sous-muqueux, qui sont très proches de l'endomètre, là où l'enfant doit être. Ces myomes-là réduisent la cavité là où l'enfant doit être et poussent l'enfant vers dehors, et ce qu'on appelle la ménace. Et si les myomes sont trop gros et se trouve que c'est très précoce, la grossesse est précoce, le plus souvent ça entraîne des avortements précoces, des fausses couches précoces. Pendant le 2e et le 3e trimestre de la grossesse, là où l'enfant est un peu grand, on peut parler d'accouchement, on peut avoir la menace d'accouchement prématuré. D'accouchement prématuré. Ça peut donner un accouchement prématuré. Des fois, vous allez voir, là où le placenta qui est chargé de nourrir l'enfant est fixé, et myome est là. Donc ça bloque la circulation, ce qui entraîne le retard de croissance de ces enfants-là qui naissent très petits. Ailleurs, on peut avoir des anomalies de présentation. Le myome peut changer la présentation. Vous savez,
pendant la grossesse, la présentation normale, c'est la présentation céphalique. L'enfant doit venir par la tête. La tête est vers le bas et les pieds en haut. Maintenant, à cause du myome, des fois ça change. Vous allez voir un enfant qui a une position oblique. C'est la pression qui entraîne cela? Bon, l'enfant ne trouve pas sa place. Vous savez, le nouveau-né, c'est la tête qui est plus grosse, ça appelle un poids, ce qui fait que l'enfant vient par la tête. Maintenant, s'il trouve un obstacle, il change de position. Il change de position. Naturellement. Naturellement, il prend une position oblique, une position transverse ou un siège. Il change carrément, il vient par les fesses. Maintenant, devant ces cas, ça c'est au niveau pendant la grossesse. Pendant le travail d'accouchement, le myome crée toujours des problèmes. Il peut entraîner l'utérus de se contracter, ce qu'on appelle les contractions utérines. C'est ce que la femme ressent pendant l'accouchement, la douleur. On appelle ça dans notre langue des contractions utérines. Là où se trouve le myome, la contraction ne passe pas par là. C'est ce qu'on appelle dans le dystésie dynamique. Ça, c'est une des complications du fibromyome au cours de la grossesse. Le deuxième cas, il peut être un obstacle à l'accouchement. Il barre carrément la route là où l'enfant doit passer pour descendre. Ce qu'on appelle un obstacle prévia. Et après l'accouchement, il peut être cause d'hémorragie. Et ce qui est plus grave, des infections, du postpartum, des risques thromboemboliques. Maintenant, la prise en charge devant tout fibrome, il faut faire un examen clinique, demander une échographie pour localiser le fibromyome utérin et rapprocher la femme, faire des consultations rapprochées de qualité et de prescrire qu'en cas de nécessité. L'abstention thérapeutique est parfois nécessaire. Si le myome ne fait pas parler de lui, il ne crée pas de dégâts. Ça, c'est la deuxième phase de la grossesse. Mais avant la deuxième phase, est-ce que le gynécologue peut demander, par exemple, de faire une radio, savoir l'emplacement, ou savoir est-ce qu'il y a un problème qui pourrait empêcher peut-être le fœtus? Merci, madame. Au cours de la surveillance de la grossesse, normalement, il y a 3 échographies qui sont obligatoires. Pendant le premier trimestre, il faut demander une échographie qui va localiser le fœtus. Au même moment, s'il y a des problèmes comme un myome utérin, on peut le diagnostiquer. On peut le diagnostiquer. Et si tu veux voir sa situation, sa localisation dira au médecin s'il est dangereux pour la grossesse ou pas. C'est en fonction de ça qu'il va se préparer pour gérer. Alors, étudions les deux cas. Oui. Le myome est dangereux pour la grossesse. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Et si le sens inverse, c'est-à-dire que le myome est là, mais ça n'a aucun effet négatif sur le fœtus, qu'est-ce que l'on fait? On le garde et puis on suit un traitement? Oui. Merci, madame, pour la question. Le myome peut être là et créer des problèmes pendant la grossesse. On ne peut pas entreprendre des actions et dire qu'il faut interrompre une grossesse, par exemple. Une grossesse à cause du myome. On ne peut pas le faire parce qu'il y a de ces grossesses qui évoluent avec le myome jusqu'à terme et que la femme accouche normalement sans qu'il y ait de problème. Normalement sans qu'il y ait de problème, par voie basse. Okay. Et il y a des grossesses qui sont émaillées de complications dues au fibromyome utérin. On a donné un exemple de fausse couche au premier trimestre. La grossesse aussi peut avoir influence sur le myome. La grossesse peut avoir des influences sur le myome. Par exemple, au cours de la grossesse, l'utérus augmente de taille. Donc, le myome aussi augmente de taille. Il se ramollit. Mais s'il ne crée pas de problème, c'est de surveiller et le laisser. On ne fait rien. S'il ne crée pas de problème, on ne le provoque pas. On le laisse. C'est jusqu'à après l'accouchement, on verra. S'il y a une indication d'un traitement, on le traite. S'il n'y a pas d'indication, on le laisse. Car l'abstention thérapeutique fait partie des conduites à tenir devant un fibromyome utérin. Okay. Voilà, ce n'est pas tous les fibromes qu'on traite. Alors, docteur, avant de continuer, de parler, vous avez mentionné tout à l'heure les douleurs insoutenables lors d'une grossesse et dues à ce fibrome utérin. Mais est-ce qu'une femme peut contracter une grossesse sachant qu'elle a déjà un fibrome dans le col utérin? Oui, c'est très fréquent. Le fibromyome utérin est une des causes d'infertilité chez la femme. Mais le fibrome n'empêche pas la femme de tomber enceinte. D'accord.
Cependant, il peut y avoir des complications, comme la douleur. La grossesse peut influencer le myome utérin et entraîner ce qu'on appelle la nécrobiose aseptique. Il peut bloquer la circulation, l'artère qui nourrit le fibrome et occasionne une symptomatologie. Vous allez voir, c'est des femmes qui vont se présenter avec une douleur très vive, avec des nausées, des vomissements. En permanence. Des nausées, des vomissements. Vous allez recevoir en urgence, avec des fois une altération de l'état général, avec une fièvre. Quand vous touchez le ventre, à regard du myome, ça réveille une douleur très vive. La conduite, c'est le repos. On met une vessie de glace, on donne des antispasmodiques, des antibiotiques si nécessaire. Okay. Et ça passe, c'est des femmes qui mènent leur grossesse jusqu'à terme. Il suffit de se rapprocher de son médecin, suivre ses conseils. D'accord. Vous avez parlé, on va revenir sur au niveau des douleurs. Il y a des femmes, comme vous l'avez dit, qui développent le myome dans le ventre en même temps que le fœtus. Mais ces femmes, elles souffrent énormément à cause de cette douleur. Cette douleur est due à quoi? La pression de la masse du fibrome ou quoi, par exemple? Pas forcément la masse du fibrome. J'ai dit la grossesse peut influencer le myome. Vice-versa. Voilà, vous savez que les myomes aussi sont vascularisés. La grossesse peut comprimer les vaisseaux qui viennent ravitailler le myome. Il se forme ce qu'on appelle une ischémie et qui est une nécrose dans l'intérieur même de ces myomes. C'est ce qui entraîne cette douleur. Et la conduite, ce que je viens de dire, c'est le repos, vessie de glace, antispasmodique, désantalgique. D'accord. C'est ce qu'il faut faire. Alors, docteur Diallo, fibrome, on a dit, ça entraîne des fausses couches à répétition. Oui. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce que l'on recommande? Le gynécologue recommande à la femme en grossesse, à la femme enceinte, ou qu'est-ce qu'il faut? Dans les cas de fausses couches, le risque de fausses couches est très élevé pendant la grossesse associée au fibrome myome utérin. Cela concerne uniquement les volumineux fibromes qui sont sous-muqueux, qui déforment la cavité utérine et ne laissent pas de place pour l'enfant. Si on a une fausse couche, c'est une des complications obstétricales du fibrome myome utérin. Quand la fausse couche est consommée, la femme doit revenir, consulter le médecin. C'est au médecin de décider. S'il voit que c'est un fibrome qui est volumineux, qui est responsable de cette fausse couche, c'est en ce moment qu'il doit entreprendre une action. Okay. Soit un traitement médical, s'il pense que le traitement médical peut gérer le problème, ou bien il va carrément faire la chirurgie s'il pense que le traitement médical a échoué, ou bien ce n'est pas une patiente qui est éligible pour un traitement médical. À ce niveau, la chirurgie, c'est pendant la grossesse ou après la grossesse? Pendant la grossesse, il n'y a pas de chirurgie pour fibrome myome utérin. D'accord. On n'opère pas de fibrome myome utérin pendant la grossesse. Pourquoi? Parce que l'utérus gravide que je vous ai montré, c'est un utérus très vascularisé. Okay. Ça fait un appel d'une grande quantité de sang vers l'organe. Et le myome, ça saigne, même en dehors de la grossesse, c'est une intervention qui saigne. Donc quand on opère les fibromyome utérins pendant la grossesse, ça crée une hémorragie difficile à arrêter. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on se méfie. Il est toujours conseillé d'attendre 6 mois après la grossesse pour faire une chirurgie sur le fibrome. On a quelques images qui défilent à l'écran, docteur Diallo. Vous allez profiter, vous l'avez expliqué, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure sur les papiers que vous nous avez fait lecture. C'est les petits points là, les petits points qu'on voit là, c'est des fibromes. Hein. Oui. Il y en a plusieurs au niveau de cette femme là. Oui. Donc voilà, on vous pas malheureusement vous ne pouvez pas vous déplacer pour à cause du micro pour nous donner quelques cours ici sur ce plateau. Oui. Bon, docteur, le fibrome, à quel moment ça devient
grave, dangereux, il ne faut pas toucher? Le fibromyome, pendant la grossesse, il ne faut pas le toucher. La raison est simple, c'est à cause de l'hypervascularisation de l'organe. Il ne faut pas le toucher. Après la grossesse, 6 mois après, on peut se permettre de tout faire. C'est pas récidive quand on fait, par exemple, quand on enlève un fibrome ou des fibromes, quand on les enlève, il n'y a pas de... ils ne reviennent pas? Ça revient. C'est une pathologie qui revient souvent. Pour les femmes qui sont exposées à une hyperostrogénie, comme on l'a dit à l'entame. À tout à l'heure, oui. Donc, c'est des femmes qui sont exposées à des récidives de fibromyome. Okay. C'est que vous allez voir une femme qui est opérée de fibromyome, 3-4 ans après, quelques années après, elles reviennent pour les mêmes motifs et pour les mêmes problèmes. Alors, quand il s'agit de faire la chirurgie, on continue à faire la chirurgie pour supprimer les fibromes ou il y a un traitement médicamenteux, par exemple, que la femme doit suivre? Oui. Le premier traitement, si le fibrome ne fait pas parler de lui, c'est une abstention thérapeutique. Maintenant, s'il y a des complications, par exemple, c'est une femme qui saigne, on constate que c'est le fibrome qui fait saigner la femme, c'est un traitement médical qu'il faut envisager. S'il y a l'échec de ce traitement médical, il y a des complications comme les fausses couches qu'on a vues, il faut envisager la chirurgie. Okay. Et la chirurgie, il y a des modalités. Il y a la première modalité, c'est ce qu'on appelle la myomectomie. Il faut enlever le myome et laisser l'organe. Et vous allez voir certaines femmes qui ne sont pas éligibles à la myomectomie. Là, il faut faire une hystérectomie. Par exemple, vous avez une femme qui a des enfants, qui a des gros myomes, qui est proche de la ménopause. On vient de dire que c'est une maladie qui récidive. Là, il est préférable d'aller faire une chirurgie radicale. Enlever carrément l'organe, parce que c'est une femme qui n'en a plus besoin. Elle est proche de la ménopause, elle a des enfants. Donc, pour ne pas créer d'autres problèmes, des récidives de ces fibromes là, ou bien d'autres problèmes gynécologiques qui cet organe, il est préférable d'enlever carrément. Mais il y a des critères. D'accord. C'est des critères là qu'il faut évaluer pour donner la voie qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, après l'étude au niveau du service de gynécologie à Niazine, 42% des femmes développent cette pathologie, subissent des interventions. Alors, quel appel faites-vous par rapport à cela? Est-ce que l'on peut éviter le fibrome utérin? Le fibrome... Si oui, quels sont les moyens à mettre en place pour permettre aux femmes d'avoir une grossesse sans douleur? Parce qu'il semblerait que les femmes qui développent la maladie souffrent énormément. Oui. Vu les facteurs favorisants de cette pathologie, c'est des facteurs qui sont difficilement modifiables. Okay. C'est très difficile. On dit la race noire, on dit l'hyperostrogénie, la nulliparité. C'est très difficile de les supprimer. Mais ce qu'il faut, c'est de les diagnostiquer précocement. Dès que les signes, une femme qui a des météorragies, qui sent une masse pelvienne, c'est de rapprocher des médecins. Quand le diagnostic est fait, lui, il peut maintenant lutter contre les complications du myome utérin. On ne peut pas prévenir le myome, mais on peut prévenir les complications que ce myome peut entraîner. Okay. Par exemple, les hémorragies, c'est l'un des signes, c'est le premier signe même de fibromyome utérin. C'est le plus souvent, c'est ça. C'est le myome, c'est ce qui fait appel. Par là, son abondance, la répétition, la prolongation. Et finalement, si ce n'est pas pris, ça entraîne une anémie. Anémie difficile à gérer. Des fois, il y a des myomes qui sont très très volumineux, des myomes à développement abdominal, ça dépasse même l'ombilique. Certains même confondent ces myomes-là à des grossesses, des femmes qui viennent sur une grossesse de plus d'un an. Quand on investigue, on trouve que c'est un gros myome qui est là. Okay. Ça entraîne une déformation de l'abdomen, de passage de l'ombilique. Il y a ces fibromes aussi qu'on appelle les myomes pédiculés. Ça va trouver qu'il y a un sillon qui relie la masse à l'utérus. C'est sur la peut se tordre au niveau de l'abdomen. Et ça crée une douleur très vive. Ça, c'est des choses, si c'est diagnostiqué, le médecin prend en charge avant qu'il n'y ait que des complications. D'accord. Et puis, il y a la compression. Des fois, c'est quand il y a la compression qu'on va penser avoir
Qu'est-ce qui crée cette compression? En avant, il y a la vessie, c'est l'utérus est placé entre la vessie et le rectum. Maintenant, quand il porte une masse qui est très importante, ça comprime la vessie, ça crée des douleurs. Ça crée ce qu'on appelle la pollakiurie. Parce que la vessie, c'est comme une poche. Quand la masse compresse cette poche, il ne peut pas garder beaucoup d'urine. Vous allez voir chaque fois, chaque fois envie d'aller, ce qu'on appelle la pollakiurie. En arrière, ça peut comprimer le rectum, entraîner des faux besoins ou bien des constipations chez la femme. Et latéralement, ça peut créer aussi une complication redoutable. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'urétère. L'urétère, c'est l'organe qui enlève les urines du rein, qui amène vers la vessie. Il peut comprimer l'urétère. Et qu'au lieu que les urines viennent, toute la quantité vienne dans la vessie, ça s'étagne au niveau de l'urétère, et certains même se retournent vers le rein, et ça peut entraîner un problème rénal. Donc, c'est les complications que nous pouvons prévenir, mais le myome en tant que tel, c'est difficile de penser à une prévention. Vous avez parlé de récidive chez certaines femmes, les femmes à risque, les femmes qui sont prédisposées plutôt. Est-ce que l'on peut faire plus d'une intervention chez une femme qui développe, une femme qui est prédisposée à développer le fibrome? Il y en a fréquemment. Alors, quand c'est le cas, fréquemment. Est-ce que le cône n'est pas endommagé, par exemple? Non. Mais c'est une question personnelle, quoi. Voilà, après plusieurs interventions chirurgicales. Ça dépend de la dextérité des chirurgiens. Ok. Quand c'est quelqu'un qui s'y connaît, et c'est une chirurgie qui est bien faite, le plus souvent, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous allez trouver beaucoup de femmes qui sont opérées plusieurs fois pour le même motif. Et certaines arrivent à tomber enceintes et mener la grossesse à terme. Et certains accouchent par voie basse. C'est aussi une question personnelle. Docteur Diallo, les femmes qui ont de gros ventres, est-ce qu'elles développent la maladie ou le fibrome? On voit les femmes qui ont... Au niveau du ventre, il y a une masse pas possible. Oui. Est-ce que ces femmes développent en quelque sorte le fibrome? Oui. Oui, il y en a plein. Il y en a plein de femmes obèses qui ont des fibromes. Et des fois même, elles ne sont pas fortes de corpulence, mais le ventre quand même... Oui, il y en a. Okay. Ça, c'est des fibromes, des gros fibromes à développement abdominal. C'est ce que j'ai dit ici. On les confond même à des femmes en grossesse. Il y en a. Okay. Ça, il y en a pleinement. C'est la masse même qui attire. Des fois, c'est des diagnostics tardifs. Si c'est des femmes qui consultent tôt, le diagnostic est précocement fait, il y a une prise en charge. Ils ne vont pas arriver là. Très bien. Bientôt, nous arrivons à la deuxième partie de l'émission. Le numéro est certainement affiché au bas de l'écran, le 620 58 90 73. Vous l'avez dit, on peut avoir moi, je préfère le fibrome utérin que l'autre mot que vous employez. Alors, les femmes qui ont, par exemple, le fibrome au niveau du ventre et la maladie, le fœtus à côté, par exemple, est-ce qu'elles peuvent, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'à terme, la maladie peut être là et que la femme accouche normalement, c'est-à-dire à voix basse, sans complications. Alors, vous avez dit, quand ça dort le myome, il faut le laisser dormir, il ne faut pas déranger. Et la même femme peut tomber enceinte dans cette même situation, par exemple? Oui. La cohabitation est possible. Avec une grosse masse de fibrome? Oui, la cohabitation est possible. Vous allez avoir, ça dépend de la localisation du fibrome. Il y a ces myomes qui sont localisés au niveau des cornes utérines. Ces myomes localisés-là empêchent la fécondation. Parce que même si le spermatozoïde arrive, il est bloqué dans son passage, il ne va pas rencontrer l'ovule. Dans ces cas, on dit que le myome est responsable de l'infertilité. Mais s'il est situé sur la couche externe, même s'il est gros... On peut changer, c'est-à-dire une opération peut s'effectuer à ce niveau pour permettre le spermatozoïde de suivre sa voie normale? Naturellement. Il y a beaucoup d'interventions de ce genre. Même si le myome est petit, s'il est responsable de l'infertilité, c'est une indication de laparotomie pour myome.
Alors, le gynécologue travaille en ce moment avec les urologues du niveau de l'homme pour voir, ou bien ça se situe juste au niveau du gynécologue. On considère que l'homme n'a pas de problème. Ok. C'est un spermatozoïde qui est normal, qui n'a aucun problème, qui vient. Mais dans son passage, il trouve un obstacle. Et si ça tombe que c'est un spermatozoïde anormal qui vient et qui n'aboutit pas, qui n'atterrit pas à son nid naturel, c'est-à-dire au niveau des trompes pour se développer. Là, vous faites recours, par exemple... Le spermatozoïde atterrit dans le vagin. Si la femme est normale, si l'anatomie, il n'y a pas de problème au niveau de l'anatomie de la femme, il va suivre son cours normal, il va arriver au rendez-vous. C'est au niveau des trompes que la fécondation s'effectue. Le problème chez nous ici aujourd'hui, c'est le myome, et le myome là, qui peut être responsable de l'infertilité. Seulement s'il empêche le myome de se voir avec l'ovule. Et ça, s'il est situé au niveau des cornes utérines, là où s'implantent les trompes, parce que l'ovule aussi emprunte les trompes, les deux se rencontrent au niveau des trompes pour la fécondation. Et ou bien s'il est gros, il bloque carrément la lumière par là où passe le spermatozoïde. Et dans ces cas, c'est des indications, des interventions chirurgicales pour orienter la bonne voie. Pour restaurer la voie. Bon, ça sonne, quand vous parlez, je ne peux pas vous couper, c'était des explications pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. On a un premier appel. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous noter en bas de l'écran, là, pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qui posent des questions? Allô? Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Oui, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ils ne peuvent pas comprendre. Allô? Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. D'accord. Votre nom, vous nous appelez d'où? Malheureusement, nos téléspectateurs... Allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment ça va? Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est M. Djabi Karamba. Je vous appelle depuis Anta. Monsieur Karamba, nous vous écoutons. Oui. Bon, je vais poser une question à docteur. D'accord, allez-y. Bon, ma femme a subi 3 fois l'opération. Ok. Donc, pour la première fois, elle était enceinte, mais on ne savait pas. D'accord. Jusqu'à 6 mois maintenant, après, l'intervention a dit maintenant qu'elle est enceinte. Ok. Et depuis lors, à chaque fois, le problème, quand on part à l'hôpital, on dit c'est fibron. Mais jusqu'à présent, elle n'arrive pas à avoir un bébé. Quand elle tombe enceinte 2 fois, jusqu'à 3 mois, la grossesse là passe jusqu'à 3 mois. 2 fois, 6 mois. Ça fait maintenant 13 ans comme ça, 14 ans. Bon, je demande au médecin. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Vous avez quand même vu un spécialiste? Oui, plusieurs fois. Ok. Bon alors, est-ce que vous avez besoin de la réaction du médecin tout à l'heure ou bien après l'émission? Bon, ça dépend si c'est après ou tout à l'heure. Bon. Oui, de toute façon, il va essayer de répondre à la question. Et puis, si vous pouvez rappeler après, si docteur Diallo nous donne un numéro qu'on peut afficher peut-être pour permettre aux téléspectateurs de vous joindre après l'émission. D'accord. Merci. Vous suivez, d'abord il va répondre et puis on gère le reste après. Voilà. Vous avez compris sa préoccupation. Oui. Madame tombe enceinte, 3 mois, 6 mois. C'est une fausse couche. Est-ce que c'est dû à quoi? Merci, M. Gabi, pour l'intérêt que vous avez accordé à l'émission. J'ai compris votre préoccupation. Bon, il faut d'abord savoir que le fibromyome n'est pas la seule cause des fausses couches. Si je comprends, il fait des
fausse couche tardive, Ok. il faut chercher la cause. Il faut se la cause rapprocher d'un spécialiste, bien examiner la femme, chercher les causes. Ok. Le spécialiste connaît les différentes causes qui peuvent amener une femme à faire des fausses couches. Certainement, il va trouver une cause et puis il va faire le traitement. Mais ce qu'on vous conseille, c'est de rapprocher d'un médecin spécialiste qui va prendre tout son temps pour l'examiner et puis demander peut-être des bilans et bien faire des investigations pour trouver une solution. Très approfondi pour trouver une solution. Ça fait un bout de temps quand même, 13-14 ans. La femme prend de l'âge aussi et les choses deviennent un peu compliquées. C'est ça. On va prendre en même temps lire aussi des messages qu'on nous envoie. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous allez bien? Très bien, c'est une dame? Je ne comprends pas. Ah ok, monsieur, allez-y. Votre nom, vous nous appelez d'où? Ok, je vous appelle de Dingraï à la SMD. Je suis présentement à l'émission. Merci. Bon, en fait, je viens juste de tomber sur l'intervention de Gabi de, je sais pas quoi là. Caramba, oui, oui. Voilà, donc j'ai presque les mêmes problèmes avec Gabi. Bon, moi, madame a fait 2 fausses couches. La première elle a fait 3 mois. Ok. Donc après, on a eu un intervalle de 5-6 mois. Elle a fait encore une grossesse et donc, bon, elle a fait aussi une fausse couche de 2 mois. On a fait les examens à Ignazine et à la caisse sécurité. Bon, mais heureusement pour elle, à chaque fois qu'elle fait des fausses couches, le tout vient ensemble. Mais elle vit de la drépanocytose. Je demande à savoir, docteur, si est-ce que, quelles sont les précautions qu'il faut prendre, comme elle vit de la drépanocytose et du rhumatisme, au cas où qu'elle tombe enceinte. Qu'est-ce qu'il faut? Soit il faut fermer. Souvent, il y a des médecins qui disent qu'il y a une possibilité de fermer jusqu'à ce que ça dépasse les 3 mois. Après, maintenant, on ouvre. Je me demande maintenant comment faire, parce qu'on a fait 4 ans de mariage, mais on n'a pas encore eu un enfant. Malheureusement, oh là là. Désolé, merci. Et, docteur Diallo, ils ont de sérieux problèmes quand même, hein? Oui. Ça fait pitié. Merci, monsieur, pour la question. C'est comme j'ai dit à monsieur Gabi, c'est pas la seule cause. Le fibrome n'est pas la seule cause. Il dit que sa femme explique tout en même temps. Il faut voir. Est-ce que localement, il n'y a pas de problème au niveau du col? Ok. Parce que si je comprends, il a dit qu'il faut fermer. Il faut fermer et puis, à quelque temps, rouvrir. Voilà. Donc, fermer le col. Ça, c'est fermer le col pour permettre au fœtus de... Oui, ça c'est dans les... Ça c'est des indications. Les indications, c'est dans les cas d'avortement tardif. Okay. Si on pense que c'est une incompétence cervico-ischmique qui est la cause, c'est en ce moment qu'on parle de cerclage. C'est en fait ce qu'il voulait dire. Cerclage. Mais le cerclage, ce n'est pas un traitement de fibromiome. Donc notre thème aujourd'hui, c'est de fibromiome. C'est un peu différent de ce que... Voilà, c'est sa préoccupation. Mais il a dit que sa femme souffre de rhumatisme, de drépanocytose. Voilà. Ça, c'est des maladies générales. Génétiques aussi. Voilà, générales qu'il faut traiter, qu'il faut stabiliser avant même de prendre la grossesse. C'est ça. Et ils ont besoin de beaucoup de suivi. Beaucoup de suivi. Voilà, ils doivent se rapprocher d'un médecin, non seulement gynécologue, d'un hématologue et d'un rhumatologue. C'est les 3 moments qui doivent prendre sa femme en charge. Oui. Pas seulement se focaliser sur le gynécologue. Il pourra suivre la grossesse, il pourra entreprendre beaucoup de choses, mais l'apport de l'hématologue et des rhumatologues sont nécessaires. J'espère que c'est monsieur Diallo du MSD, voilà. SMD. SMD, depuis Dingra, il a dit, hein, ben, on a compris sa préoccupation et le médecin a essayé de répondre, mais il faut une équipe en synergie, gynécologue, un hématologue, un drépano. Voilà, c'est ça. Pour le suivi de madame. Un rhumatologue. L'hématologue qui s'occupe de sa drépanocytose et le gynécologue s'occupe de la grossesse. D'accord. Allô, oui. Oui, allô, vous allez bien? Très bien, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Barry Amadoudé, je vous appelle de Dalaba. D'accord. C'est les hommes qui sont un peu préoccupés aujourd'hui par rapport à l'état de santé des dames. Alors, mais mesdames, vous pouvez aussi nous appeler pour nous dire les femmes qui souffrent quand même de la pathologie. Oui, monsieur Diallo, il a dit, hein, monsieur Diallo. Voilà, je voudrais demander à docteur,
qu'est-ce qui cause la constipation chez les femmes et quelles solutions peut-on envisager? Constipation. Oui, Bon, chez les il femmes. est gynécologue, il va essayer, sinon ce n'est pas le thème du jour, mais bon, il rencontre ces cas avec les femmes en grossesse. Il peut donner une lecture par rapport à votre question. On va essayer de lire aussi quelques messages qu'on a reçus. Allez-y, docteur. Oui, merci, M. Diallo de Delaba, pour la question. C'est fréquent, la constipation, bien sûr, pendant la grossesse. Oui. En premier temps, c'est dit au problème hormonal. Et vous souviendrez avec moi, les patientes qui sont en début de grossesse, il y a certaines qui ne mangent presque pas, mangent rarement, à cause des effets, des signes sympathiques de la grossesse. Ça, on n'appelle pas ça constipation. Si elles ne s'alimentent pas, ils ne peuvent pas aller, peuvent pas aller à la selle, ça voilà. C'est évident. L'autre chose, la grossesse, c'est une masse abdominale. Cette masse abdominale comprime les intestins. Donc la circulation des selles dans l'intestin avant la grossesse ne peut pas être la même chose que pendant la grossesse. Là, il faut contrôler ici l'alimentation. Voilà, il faut travailler beaucoup sur l'alimentation et boire beaucoup d'eau, ce qui pourra corriger le problème. On va lire ce message. Bonjour docteur, quelle est cette femme qui est exposée à avoir le fibrome et quelle est l'indication de la chirurgie du myome? Bon, on a d'autres, plein d'autres, mais malheureusement on ne pourra pas lire... On ne pourra pas lire tout ce message. Je voudrais savoir si le fibrome utérin peut entraîner une anomalie liée à la nidation. À quel moment peut-il déclarer chez une femme mariée? Ben. Donc on va essayer de répondre les deux premières questions. On continue à prendre les appels également. La première... Question Oui, la première question. C'était quoi? Vous n'avez pas noté? La première... non, bon, là, donc on va prendre la deuxième question. Oui. Bon, on va commencer par la deuxième question. Il dit quand est-ce que ça va donner une anomalie d'anidation? C'est quand le fibrome vient au niveau des cornes utérines, là où ça bouge les trompes. D'accord. Vous savez, la fécondation s'effectue au niveau de la trompe. Il faut que le spermatozoïde parcourt le col, toute la cavité utérine, et remonte au niveau de la trompe, et l'ovule quitte l'ovaire, vient à ce moment qui se rencontre pour faire la fécondation. Quand le myome est placé là, ou bien il y a une compression du myome qui bouge carrément là où les trompes s'implantent, il n'y aura pas de nidation. C'est ce moment qu'on va parler de problème de nidation. Okay. Maintenant, la première question, il dit les causes, les femmes qui sont exposées. Oui. On a parlé de la femme de la race noire. On a parlé de l'hyperestrogénie. Chez certaines femmes. Chez certaines femmes. Voilà, on a parlé de la nulliparité. D'accord. Et on va augmenter là-bas celles qui ont fait la ménage précoce. La ménage précoce, c'est les femmes qui voient les règles avant 12 ans. C'est ces catégories de femmes qui sont exposées à développer le fibrome utérin. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui, je suis éloigné. Oui, nous vous écoutons. Vous allez bien? Très bien. Vous vous appelez comment? Je m'appelle M. Barry Moukdar. Je vous appelle depuis Sangoya. Nous vous écoutons, M. Barry. C'est à propos de ma femme, madame. D'accord. Ce que le docteur vient de dire, vous savez, les femmes qui ont des grosses ventres là. La question que vous avez posée là, que les femmes qui ont des grosses ventres là, parce que depuis notre mariage, ça fait au moins 1 an, 6 mois, elle n'arrive pas à concevoir jusqu'à présent. D'accord. Donc, son ventre est très grosse. Donc, c'est pas parce qu'on a un docteur spécialiste. Le docteur nous a fait des investigations. Elle dit que c'est bien. Pour la femme, n'a pas de problème. Mais jusqu'à présent, elle ne conçoit pas. D'accord. Donc, j'aimerais demander à docteur quel est le vrai problème réellement, quoi. Ben, ça, il faudrait aller à l'hôpital. Est-ce qu'on peut afficher, docteur, est-ce qu'on peut communiquer un numéro? Oui. J'étais à l'hôpital, on a un docteur qui nous suit. Oui. Mais jusqu'à présent, ça le va docteur nous dit toujours qu'il n'y a pas de problème. Mais là-bas, donc, vous venez de poser une question à docteur avec les femmes qui ont des grosses ventres là. D'accord. Exactement. Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Bon, souvent, docteur, il y a l'incompatibilité entre certains couples. On ne demande pas les examens prénuptiaux.
on tombe amoureux, on se marie et puis on laisse certains détails qui nous rattrapent après dans une relation. Alors peut-être malgré qu'elle a un gros ventre, c'est pas le problème, mais est-ce que ils sont compatibles aussi? Il faut pas ignorer cette phase aussi d'une relation, surtout dans un mariage. Oui, bonsoir M. Barry et merci pour la question. Et M. Barry n'a qu'à savoir, quand il y a une infertilité dans le couple, ce n'est pas seulement la femme. C'est pas seulement la femme. La femme qui a un gros ventre, c'est soit elle est obèse, ou bien il y a une masse dedans. Il faut faire la différence. C'est quand il y a une masse qu'on parle de fibrome, c'est en ce moment qu'on peut imputer la responsabilité du myome à cette infertilité. Si elle est obèse, bien sûr que les femmes obèses ne sont pas, la fertilité est diminuée par rapport aux femmes qui ne sont pas obèses. Mais on ne va pas dire forcément que c'est parce qu'elle a un gros ventre qu'elle n'a pas fait cet enfant. Si elle a consulté un médecin, jusqu'à présent, ils ne sont pas satisfaits, il ne doit pas se presser aussi. C'est un an juste, pas par rapport aux autres qui ont déjà 14 ans. Voilà, donc c'est un an, 6 mois. Il n'a qu'à continuer à investiguer, se rapprocher des spécialistes. Des spécialistes sûrement de diagnostic qu'ils vont trouver. Mais même chez lui, il doit, il faut voir. Voilà, il faut accompagner madame, vous allez voir un neurologue, un gynécologue, voilà. C'est pas seulement madame, une femme enceinte de 7 mois et elle se plaint de son côté gauche lorsqu'elle est assise. Bon, il y a quand vous écrivez correctement, moi je peux pas comprendre l'idée que vous voulez mettre. Donc, il faut écrire ce que vous avez envie de poser comme question à notre invité, par exemple. Docteur, bonsoir, docteur Diallo. Je suis Ibrahim Khalil Keita à Sangoya. Docteur, madame a fait 2 fois la fausse couche, mais avant, ça commence toujours à des saignements. Et quand on a été à l'hôpital, ils disent de garder. De garder quoi? Est-ce que vous avez compris la question, docteur? On n'a pas bien compris. Que faire dans ce cas, docteur? Voilà. L'idée est incomplète, là. On va prendre des messages, des appels plutôt. Allô? Allô, oui, bonjour, madame. Bonjour, une dame, là. Oui. Vous vous appelez comment? Enfin, j'ai été reçue maintenant. Sinon, j'ai beaucoup vous avez essayé. Aussi. C'est pas de notre faute quand il explique qu'il y a des appels qu'on ne peut pas décrocher, quand il donne une explication. Merci d'avoir appelé, madame. Vous vous appelez comment et vous vous appelez d'où? Je m'appelle Fanta Kita, depuis Kalom. Voilà, nous vous écoutons, madame Fanta. Ok. Et je voulais juste vous poser la question au médecin pour nous demander qu'est-ce qui pose vraiment, comme ce qu'il a dit là, pour les hormones là, quoi, chez les femmes. Oui. C'est-à-dire parce que c'est la pré-ménopause ou bien c'est parce qu'on est monopause qui cause les hormones chez les femmes. Bon, est-ce que, docteur, on peut se... En fait, j'ai compris un peu ce qu'elle veut dire, mais l'explication, voilà. Est-ce que vous avez un peu compris, vous? Oui. Lorsque vous avez des femmes qui sont prédisposées, par exemple, à développer et qui développent le mot, quoi le truc... l'hyperostrogénie. Voilà, hyperostrogène. Oui. Voilà. Est-ce que, à la ménopause, bon, est-ce que moi, j'ai pas compris? C'est comme... J'ai pas compris la question. Oui. Vous avez compris un peu? J'ai compris un peu, j'ai compris ce qu'elle veut dire. En fait, l'ostrogène, c'est une hormone qui est sécrétée de façon naturelle par l'organisme. Ce qu'on peut éviter, et puis il y a des oestrogènes de synthèse. Qu'est-ce qu'on peut agir? C'est sur les oestrogènes de synthèse. C'est l'apport des oestrogènes de synthèse, c'est les femmes qui sont prédisposées. L'oestrogène de synthèse, qu'est-ce que c'est? Des médicaments qui contiennent l'oestrogène. Okay. C'est des médicaments qui contiennent l'oestrogène qu'on apporte comme médicament dans l'organisme. C'est ça. Par exemple, les femmes ménopausées, je vais donner un exemple, qui pour diminuer les effets de la ménopause, on les soumet à un traitement oestrogénique. Voilà, c'est ça. Donc, si elle est prédisposée à développer les myomes, ou bien si elle a déjà des myomes, vous apportez de l'estrogène, les fibromes vont augmenter de volume, et elles peuvent créer des problèmes après. Mais la sécrétion de façon naturelle, il y a des médicaments encore, des anti-estrogéniques qu'on donne, qu'on peut donner comme traitement. Bon, j'avais compris, après,
Ça s'est embrouillé dans ma tête. Heureusement, hein. Bon, on s'est rattrapé, hein, grâce à vous, docteur. Allô? Bonsoir, encore une dame. Hein? Bonsoir, madame. Allô, oui, c'est Madame Soirée Ougiato. Vous allez bien? Très bien, madame Ougiato. Vous nous appelez d'où? Oh là là, c'était la deuxième dame. Alors, le thème d'aujourd'hui, quand même, c'est pour les femmes, hein, mais malheureusement, c'est les hommes qui sont préoccupés. Voilà. On va continuer peut-être à lire. Docteur Eliud, il voulait savoir, il voulait demander, je fais une fausse couche de 2 mois depuis. Ça, j'arrive pas à tomber enceinte. Voilà. Oh là là. Oh là là. On a cette bonne chance. Oh, bonne chance. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à cette dame-là qui a perdu, qui a fait une fausse couche? Oui. Et depuis, elle ne parvient pas à tomber enceinte. Il faut voir les spécialistes. Oui, voilà, cette bonne chance, c'est ça. Elle n'a qu'à se rapprocher des médecins. D'accord. Voilà, qui va essayer de comprendre son problème. Il y a question de chance aussi. Voilà. Hein. C'est ça. Il y a question de chance. Allô? Oh. Allô? Oui, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui, c'est déjà fait, madame. Voilà, nous vous écoutons. C'est une dame? Non, c'est un homme, c'est M. So. Ah d'accord, excusez-moi. Vous avez une voix fine, excusez-moi. Monsieur So, nous vous écoutons. Bon, ma préoccupation, j'ai une fille là qui a 9 ans. Oui. Bon, tout le temps, elle va aux toilettes pour pisser là, tout le temps. Je l'ai envoyée chez les diabétiques, je dis que c'est pas ça. J'ai calé maintenant, je ne sais pas si c'est le problème des gynécologues, je ne sais pas quoi c'est ma préoccupation. Voilà. Merci d'avoir appelé. Mais quand on a un spécialiste, on a toujours quelque chose à dire par rapport à n'importe quel thème. Et on peut orienter, on peut donner une explication logique, scientifique. Alors, sa préoccupation, une petite fille de 9 ans qui puisse trop. Oui. Alors, est-ce que c'est un problème gynécologique ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Merci pour la question. On va conseiller à monsieur de consulter un bon pédiatre. D'accord. C'est à lui de voir s'il aura besoin de l'apport d'un neurologue pour corriger le problème de l'enfant ou bien sûr peut traiter le problème à son niveau. Voilà, à cet âge-là, ce n'est pas gynécologique. Voilà. Hein? C'est la pédiatrie, peut-être. En neurologie également. Voilà. Ne vous inquiétez pas, peut-être, c'est pas trop grave. Comme on dit que ce n'est pas le diabète, allez-y, essayez de voir un autre spécialiste, un neurologue. Un pédiatre. Un pédiatre également, pour vous aider à résoudre ce problème. Peut-être que ça va être le dernier appel. On est arrivé au terme de l'émission, on a fait les 55 minutes. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où, votre nom? Monsieur Camara, je vous appelle de Kaloum. Oui, nous vous écoutons, monsieur Camara. Au fait, j'ai un problème avec ma femme. Allez-y, rapidement, oui. Elle ne voit pas bien ses menstrues. Elle ne voit pas bien ses menstrues, d'accord? Bien sûr, ça vient de façon très peu. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui peut causer ça. D'accord. Est-ce qu'avec cette quantité qui vient, il y a une possibilité pour elle de concevoir? Merci d'avoir appelé. Docteur Diallo, rapidement. Oui, merci monsieur pour la question. Pour la femme qui ne voit pas bien ses règles, tout ce qu'on va conseiller, c'est de s'approcher des spécialistes. D'accord. C'est-à-dire qu'à se rapprocher des spécialistes qui va faire des investigations et trouver une solution au problème. Alors lui, ce n'est pas une question, c'est plutôt des félicitations à l'endroit du médecin qui est d'ailleurs parmi nos encadreurs à Niazine. Merci aussi à la RTG. Merci à vous également. Un dernier message à l'endroit de tout le monde et par rapport à notre thème du jour, docteur Diallo. Oui, merci madame. On dira, à résumer, l'association fibrome et grossesse n'est pas rare. Du fait de la survenue plus tardive des grossesses à l'heure actuelle et de l'apparition préférentielle des fibromes avec l'âge. Ce qui est intéressant, c'est de rechercher les interactions qui sont possibles des myomes. C'est la grossesse. La cohabitation évolue dans la majorité des cas jusqu'aux alentours du terme
sans complications gravidiques majeures. D'accord. L'échographie a considérablement amélioré le diagnostic. Et la surveillance des fibromes permet aussi d'objectiver les variations du volume au cours de la grossesse. La conduite thérapeutique dépend de la localisation du fibrome, l'abstention, la surveillance clinique et échographique régulière, surtout en cas de fibrome volumineux. D'accord. Et indiquer la césarienne seulement en cas de myome prévia. D'accord. Je vous remercie. Mais on n'a pas parlé de césarienne, mais si on peut accoucher de soi-même, ça ne pose pas problème. Je rappelle donc que nous étions avec docteur Ibrahima Tangali Diallo, résident en gynécologie obstétrique, service maternité hôpital national Niassine, qui était donc notre invité et qui nous a servi le thème d'aujourd'hui. J'espère que vous avez partagé le thème du jour avec nous. Et merci à toute l'équipe qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de cette émission. D'ici là, prenez soin de vous, votre santé, votre bien-être, donc notre priorité. Au revoir et à la semaine prochaine.